Bonjour à tous, merci d'être là pour ce webinaire sur l'appel à manifestation d'intérêt économie circulaire 2023 au sujet des avions commerciaux en fin de vie. Vous utilisez une plateforme qui s'appelle GoToWebinar, ce qui veut dire que vous êtes en écoute seule. Ça veut dire que vous pouvez poser des questions au fil de l'eau tout au long de la présentation qui va durer une petite demi-heure. Et à la fin de cette demi-heure, je relayerai les questions oralement à nos intervenants pour qu'ils puissent répondre à vos questions. Je vous propose qu'on attende encore une petite minute, même pas, avant d'enchaîner. Donc pour ceux qui sont arrivés entre-temps ou qui n'ont pas entendu le début de mon intervention, parce qu'ils avaient une petite voix de GoToWebinar pour les inviter à rejoindre la conférence, vous êtes en mode écoute seul. Vous avez un petit encart en bas pour poser des questions, donc les questions ne se posent que par écrit. Vous pouvez les poser tout au long de la présentation, n'hésitez pas à commencer à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation. Au bout d'une demi-heure, on passera au temps d'échange, c'est-à-dire que les questions qui seront listées, que vous pourrez continuer à lister dans l'encart des questions, je les relayerai à l'oral pour nos intervenants. Et donc, je laisse la parole à Claire Pelletier pour commencer ce webinaire. Merci Laurent. Donc il est 13h02, on va peut-être commencer. Bonjour à tous et bienvenue sur le webinaire de présentation de l'appel à manifestation économie circulaire avec la thématique avions commerciaux en fin de vie, comme l'a mentionné Laurent. Merci pour l'intérêt que vous portez à ce webinaire lancé par Aerospace Valley pour l'AMI, qui est donc lancé aussi par Aerospace Valley, Airbus et Tarmac Aerospace. Donc dans ce webinaire, nous aurons les interventions de Sandra Sasson, donc dans la section Corporate Affaires, Environnement et Sustainability de Airbus, Sabine Coedichaud, directrice adjointe infrastructure et HSE au sein de Tarmac Aerospace. Et côté Aerospace Valley, donc je serai accompagnée de mes collègues Laurent Pérez, chargé de mission projet innovant, Emmanuel Dudouvion sur la partie performance dans les PME dans le secteur de matériaux procédés, et donc moi-même chargée de mission économie circulaire. Donc nous avons découpé ce webinaire en deux parties. La première partie est dédiée à la présentation de l'AMI, reprenant réellement le cahier des charges que vous pouvez retrouver sur le site internet d'Aerospace Valley. Donc nous reprendrons les objectifs de l'AMI, tout en remettant dans le contexte qu'est-ce que le pôle Aerospace Valley et pourquoi nous lançons des AMI. Sandra viendra nous présenter les enjeux de la filière aéronautique et quels sont aussi les enjeux pour un constructeur comme Airbus. Sabine profitera de ce webinaire pour vous détailler la partie besoins dont les projets devront répondre sur cette AMI. Et nous terminerons par une présentation du cadre de candidature de l'AMI avec des notions de planning, d'éligibilité, de candidature et de contact. Donc la seconde partie, comme le disait Laurent, de 13h30 à 14h, nous sommes sur la partie questions que vous pouvez poser via le chat. Pour la partie ambition de l'AMI, comme je vous le disais, l'appel à manifestation d'intérêt est lancé par Aerospace Valley, Airbus et Tarmac Aerospace avec le soutien de l'Agence de la transition écologique ADEME, la région Nouvelle-Aquitaine, la région Occitanie et les agences de développement ADOC et ADI. Donc l'AMI a pour objectif d'améliorer la déconstruction de tous les programmes d'avions commerciaux en fin de vie, incluant les programmes Airbus. Donc pour cela, en fait, l'ambition de l'AMI est réellement d'identifier les projets, les propositions pertinentes répondant aux besoins de l'AMI et donc de la filière de déconstruction, avec un objectif de niveau de maturité en fin de projet assez proche de l'opérationnalité. Donc Emmanuel reviendra sur ce point. Donc les besoins listés sur cette AMI concernent en fait ce qui se passe en amont de la valorisation des parties d'un avion. Donc tout ce qui concerne la préparation au démontage, l'aide au démontage et l'aide au tri. Et la partie valorisation en tant que telle pour le réemploi, la réutilisation des produits ou le recyclage de matière. Pour venir ensuite sur pourquoi candidater, alors nous précisons que ce n'est pas un appel à projet avec un fonds public dédié, c'est bien un appel à se manifester pour pouvoir bénéficier en fait des éléments précisés dans le cahier des charges, donc qui sont, en fait, si vous êtes un projet éligible, la présentation à des financeurs publics,
Et si votre projet est sélectionné ensuite par le jury, c'est l'accompagnement ensuite pour le dépôt de dossier sur un guichet public qui correspondrait à votre projet. Donc voilà, l'ANI en fait ne prévaut pas de l'acceptation d'un dispositif de financement public. Après, les projets sélectionnés en fait bénéficient aussi d'une visibilité par les acteurs de cette AMI et par l'écosystème Aerospace Valley. Et pour finir, il y a un prix Airbus sur cette AMI, donc qui correspond en fait à une deuxième partie de sélection par le jury pour les projets à forte valeur pour la filière de déconstruction, voilà, qui seront sélectionnés pour bénéficier en plus d'une remise de prix pouvant aller jusqu'à 30 000 € pour le premier lauréat. Bénéficier aussi d'une visibilité donnée par Airbus et d'une mise en relation voilà, avec des experts d'Airbus et avec Tarmac Aerospace pour bénéficier par exemple d'une fourniture d'échantillons pour mener à bien le projet. Je laisse maintenant Emmanuel vous faire un aparté donc, sur le pôle Aerospace Valley et l'ordre de lancement d'AMI. Merci Claire. Effectivement, je vais vous présenter vite fait le pôle Aerospace Valley, le but étant de laisser la parole à Sabine et à Sandra. Le pôle Aerospace Valley, donc c'est un pôle de compétitivité européen au service de l'aéronautique, de l'espace et des drones sur les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, et qui va contribuer à l'innovation et au développement et à la compétitivité des PME, start-up, ETI, membres adhérentes du pôle. Voilà. Donc on est plus de 550, alors plus de 900 adhérents. Il y a plus de 550 PME, ETI membres du pôle. Voilà, une cinquantaine de groupes. On a des organismes de formation, on a de l'académique avec des labos de recherche, ce qui permet de pouvoir trouver des partenariats assez facile entre vous sur l'élaboration de projets. Suivant. Donc on a 3 missions au sein du pôle, donc animer, innover et développer. Animer, ça va être parmi tous les événements qu'on organise au sein du pôle, qui vont du webinaire comme on est en train de vous présenter aujourd'hui, jusqu'à des événements avec du rendez-vous B2B ou des expositions. On porte donc on vous aide à porter des projets et trouver les bons guichets de financement parmi la jungle de financement qu'il peut y avoir sur tous les niveaux de TRL. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous et en l'occurrence le service où se trouve Laurent, où on vous aidera à trouver les bons guichets de financement. Et on s'appuie sur développer, on s'appuie sur les écosystèmes du pôle, donc 5 écosystèmes sur l'usine du futur, l'intelligence artificielle, la propulsion de l'énergie, les systèmes embarqués, et celui que j'anime autour des matériaux et des procédés. Vas-y, passe. Et ben voilà, donc du coup, je laisse la parole sur les enjeux de la filière. Bonjour à tous. Donc, quels sont les enjeux pour la filière aéronautique? Donc, aujourd'hui, on parle de plus de 20 000 avions commerciaux qui seront retirés des flottes des compagnies aériennes dans les 20 prochaines années. C'est essentiellement lié au renouvellement parfois anticipé des flottes pour des contraintes environnementales, qui sont des contraintes de performance et de réduction des émissions, mais aussi, ça fait suite aussi aux réductions de taille de flotte qui ont été liées à l'impact du Covid sur le trafic aérien. Et donc, suite à ça, on a vu aussi un phénomène post-Covid du secteur qui faisait face à un nombre croissant de démantèlements d'ISEC, c'est-à-dire des démantèlements sans aucune valorisation des composants toujours navigables, avec comme conséquence finale un accroissement non négligeable du nombre de déchets et donc par conséquent un accroissement important aussi de l'impact environnemental des avions en fin de vie. Donc vraiment, la gestion des avions en fin de vie, la réduction de l'impact environnemental, c'est un enjeu majeur pour l'industrie aéronautique et c'est un enjeu majeur aussi pour nous, Airbus, en tant que constructeurs, puisque nous mesurons l'impact environnemental de nos produits sur l'intégralité du cycle de vie. Et donc, on a pour ambition et pour objectif de réduire l'impact environnemental, bien sûr à la source, via la conception de nos produits,
Mais il faut tout d'abord se préoccuper des avions qui sont aujourd'hui volants ou qui arrivent en fin de vie et faire en sorte de réduire leur impact environnemental. Alors la filière aéronautique fait aussi face à un sujet qui ne lui est pas propre, qui est le sujet de raréfaction des ressources naturelles. Donc en particulier les ressources naturelles primaires métalliques. On a des gisements de métaux qui sont de plus en plus rares, des extractions qui sont de plus en plus coûteuses en termes environnementaux et sociaux. Il faut savoir que plus il est difficile d'aller extraire des métaux dits de première extraction, plus l'impact, entre autres CO2, est important, plus l'impact eau est important, plus l'impact social, bien sûr, est important aussi. Donc la filière aéronautique doit se préoccuper de cette raréfaction des ressources naturelles primaires et métalliques en particulier, et comme conséquence l'intensification de la concurrence. On est clairement en concurrence avec d'autres secteurs. Je ne vous cache pas que la transition, par exemple, du secteur automobile vers l'électrique entraîne une intensification des volumes qui sont nécessaires à la fabrication, entre autres, de batteries, et positionne l'aéronautique en concurrence directe avec donc le secteur automobile et d'autres secteurs. Et effectivement, donc la décarbonation des transports et la production d'énergie verte dépendent de la disponibilité de ces métaux. Donc, il va falloir prioriser de manière très simple. Donc, comment nous assurer qu'à terme, on aura suffisamment de ressources en métaux, entre autres, pour pouvoir continuer à fabriquer des avions. C'est un des enjeux auquel est lié cet appel à manifestation d'intérêt. Donc, il est absolument essentiel pour la filière aéronautique d'être capable de développer un modèle qui soit plus circulaire. Et donc, pour ça, on a besoin de trouver des débouchés pour les déchets dits ultimes, et on a besoin de réduire le volume de déchets ultimes qui sont produits par la filière. Et je devrais même ajouter, on a besoin de créer des filières pour pouvoir s'assurer d'avoir du recyclage dans des volumes qui soient conséquents, suffisamment conséquents pour ensuite pouvoir être réemployés en production. En tout cas, c'est vraiment ce qui nous préoccupe en tant que constructeur. Et donc, assurer la pérennité d'une filière aéronautique et d'une filière circulaire pour l'aéronautique. Et donc, je vais passer la main également. Merci, Sandra. Donc, Sabine, on te laisse la main pour la suite. Bonjour à tous. Donc, rapidement, je vais vous présenter déjà qui est Tarmac Aerosave et un petit peu centré sur l'activité de démantèlement des constructions pour bien comprendre le contexte. Donc, Tarmac a été créé en 2007 par 3 actionnaires qui sont Airbus, Safran et Suez. Vas-y, tu peux... Voilà. Donc, historiquement, le site de Tarbes est le premier site donc qui a vu le jour en 2007, qui est aujourd'hui donc le siège du groupe. Ensuite, en 2013, on a ouvert un site sur Teruel, donc en Espagne, dans la province d'Aragon. Et enfin, depuis 2017, on a également un site sur l'aéroport de Toulouse-Francazal. Donc, les activités de Tarmac Aerosave, elles permettent de gérer le cycle de vie complet d'avions et de moteurs d'avion, avec des activités de stockage, donc stockage d'avions et de moteurs, associées à une maintenance légère qui va permettre de préserver ces avions et ces moteurs en conditions opérationnelles. Des activités de maintenance plus lourdes et enfin des activités de recyclage donc sur les avions et moteurs en fin de vie. Au niveau de l'activité justement de recyclage, donc la filière de déconstruction, là je vais parler principalement de la filière des avions. Donc on a recyclé aujourd'hui plus de 350 avions depuis la création de Tarmac et en moyenne on arrive à valoriser à peu près 92%, plus de 90% en tout cas de la masse totale d'un avion. Donc ça c'est vraiment une moyenne. Depuis voilà, sur les 350 avions recyclés qu'on arrive à pérenniser. Aujourd'hui, l'objectif de cette AMI, donc on en reparlera un petit peu après, mais c'est effectivement d'arriver à circulariser la valorisation de ces matières-là et également de travailler sur la pérennité de ce taux de valorisation
qui va nécessairement évoluer avec l'apparition dans l'aéronautique de matériaux nouveaux ou récents, et notamment le composite. Donc, pour faire un petit peu une explication rapide de comment se passe la procédure de démantèlement d'un avion en fin de vie, on a donc une première étape qui est l'étape de démantèlement, justement, lors de laquelle on vient déposer tous les équipements qui sont récupérés par le propriétaire de l'avion. Donc ça, c'est la première étape. Là-dessus, on a une liste d'équipements qui est donnée par le propriétaire et qui sont déposés. Ces équipements-là, ils seront réutilisés directement dans la filière aéronautique, puisque le but, c'est de les utiliser pour le marché de la pièce d'occasion. Et ensuite, une fois que tous ces équipements sont déposés, c'est là qu'intervient le processus de déconstruction, donc avec la première étape qui est une étape de verdissage, lors de laquelle on vient trier les différents composants de l'avion, avec le tri et la sécurisation de tout ce qui va être matière dangereuse, et sur les déchets non dangereux, le tri des différents flux pour pouvoir les valoriser au mieux. Et donc cette étape-là de verdissage, elle conduit ensuite à un fuselage qui est quasiment à nu et qu'on va venir découper pour pouvoir évacuer, mettre au format pour évacuer les tronçons de fuselage finalement vers des filières de valorisation des métaux. Voilà grosso modo pour le contexte. Et donc au niveau de l'AMI et donc des besoins pour la filière aujourd'hui. Donc comme Claire l'a un petit peu exposé tout à l'heure, on a axé l'AMI autour de 2 thèmes. Donc le premier, il vise plutôt à tout ce qui va être préparation de la matière. Donc, des matières en général. Voilà. Le second thème, on le verra après, là, c'est plus justement sur les filières à proprement parler et les méthodes, les moyens de valorisation des matières. Mais avant de pouvoir envoyer une matière dans une filière de valorisation, il faut la préparer un minimum. Et selon les matières, il va y avoir des étapes préalables qui vont être plus ou moins poussées et sur lesquelles aujourd'hui on a des besoins. Donc, il va y avoir tout ce qui va être autour de la préparation des métaux. Au niveau de la visserie, il y a énormément de visserie du coup sur un avion avec des métaux qui peuvent être très divers. Donc là-dessus, des moyens d'automatisation pour trier la visserie pourraient permettre justement de pouvoir mieux valoriser ces matières-là. Pour ce qui est automatisation également, tout ce qui va être démontage, alors à la fois des montages d'éléments complexes, donc par exemple les mâts moteurs ou les trains d'atterrissage, c'est des éléments qui sont potentiellement très riches, mais qui sont vraiment multimatières, avec de nombreux types de métaux qui les composent notamment, et donc c'est un temps de démontage manuel qui est considérable. Donc là-dessus, des moyens de automatiser ou semi-automatiser pour démonter ou aider au démontage de ces éléments, ça permettrait aussi de les valoriser bien mieux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes les opérations sont manuelles. Donc tout ce qui pourra être automatisé permettra nécessairement un gain de temps considérable sur la préparation de la matière. Idem pour ce qui va être dépose des éléments, donc notamment en cabine. Les éléments cabine aujourd'hui sont déposés manuellement. C'est des éléments qui peuvent être volumineux, plus ou moins lourds. Donc des outils automatisés ou semi-automatisés pour aider au démontage et à la manutention de ces éléments permettraient aussi d'améliorer derrière leur orientation vers des filières dédiées. Pour tout ce qui est siège également, donc les sièges aujourd'hui, donc ils sont composés à la fois d'une structure métallique et d'autres éléments, des tissus, des mousses, etc., des écrans. Donc là-dessus c'est pareil, c'est des équipements qui du coup mériteraient aussi de passer beaucoup de temps pour pouvoir les démanteler complètement. Donc là-dessus des solutions aussi d'automatisation peuvent être attendues. Ensuite, on va avoir des besoins aussi au niveau de tout ce qui est retrait des traitements de surface,
parce que sur de nombreuses pièces sont traitées avec des anticorrosions, des peintures ou autres, et pour pouvoir les renvoyer vers des filières de valorisation, eh bien il va falloir retirer ces traitements de surface. Aujourd'hui, il faut savoir que les métaux sont envoyés déjà vers des filières de valorisation, mais qui sont pas exploités au maximum de leur potentiel, puisque ils sont pas réintégrés dans la filière aéronautique. Donc là, l'objectif de l'AMI, c'est justement de pouvoir les intégrer dans la filière aéronautique. C'est ce qu'a exprimé Sandra juste avant. Mais pour ça, en sortie de fonderie, il y a des spécifications qui sont définies et qui peuvent être, qui sont plus ou moins contraignantes, et donc une nécessité de retirer les traitements de surface pour pouvoir déjà ne serait-ce que envoyer les métaux vers ces filières-là. Ensuite, au niveau aussi de la préparation matière et de la mise au format, on a des besoins notamment sur tout ce qui est HTP, VTP, donc la dérive et le plan horizontal, donc tout ce qui va constituer la queue de l'avion. C'est des éléments qui peuvent contenir beaucoup de matières composites, mais qui sont très volumineux, et donc il y a une nécessité déjà de les mettre au format pour pouvoir et les découper, pour pouvoir les acheminer vers des filières de valorisation et pour qu'ils soient acceptés dans ces filières. Donc après il y a d'autres besoins, on a listé tout ce qui va être séparation des rebuts de fusion de scories par exemple, puisque des métaux qui pourraient être fondus en mélange, derrière on va récupérer des scories dans lesquelles on a d'autres métaux qui pourraient encore être valorisés. Donc là-dessus, des outils aussi d'automatisation pour ces étapes-là pourraient être intéressants. Tout ce qui tourne autour de la vidange des circuits, puisque la vidange complète des circuits fluides est très complexe. Au vu de la complexité des circuits, c'est difficile de vidanger complètement. Donc une meilleure vidange des circuits, ça permet aussi une meilleure dépollution, ça permet de mieux retraiter les fluides d'un côté et d'avoir des équipements dépollués ou mieux dépollués pour mieux les valoriser de l'autre. Et enfin, des besoins aussi au niveau mapping. L'idée étant de pouvoir travailler sur du prédictif, et donc avant même de commencer le démantèlement d'un avion, de pouvoir identifier quelles sont les matières que l'on va pouvoir valoriser sur cet avion-là, quels sont les gisements, quel volume, où est-ce qu'on les trouve. Identifier aussi la complexité de leur séparation et de leur démontage pour réfléchir à la valeur ajoutée que ça peut avoir par rapport au gisement potentiel, de venir passer du temps sur le tri de cette matière-là ou plutôt focaliser sur une autre. Voilà grosso modo pour cette partie préparation des matières. Et donc ensuite, comme je le disais, le deuxième thème qui est autour de vraiment des process de valorisation de matière. Donc, on a donné des exemples, donc je vais revenir dessus. C'est pas forcément exhaustif puisque, bien entendu, les réponses en fait peuvent porter sur toutes les matières qui constituent potentiellement un avion. Donc c'est très large. Donc là, au niveau de ce qu'on a identifié, il va y avoir tout ce qui est bien sûr éléments de la cabine, à commencer par les hublots. Les hublots qui sont en PMMA, fibrés ou non fibrés, pour lesquels aujourd'hui on a du mal à trouver des solutions de valorisation. Tout ce qui va être éléments composites et plastiques, donc on le voit là sur les photos, donc les éléments cabine avec les compartiments bagages, des panneaux muraux, etc. Tout ce qui est bloc sanitaire également, on a une photo aussi en bas, et les textiles, donc qui eux sont traités anti-feu. Donc ça peut amener une complexité aussi dans le recyclage ou un intérêt selon ce que l'on va en faire. Toujours sur les éléments cabine, on en parlait un petit peu tout à l'heure, il y a tout ce qui va être siège. Donc les sièges, comme je le disais, c'est des éléments complexes avec une structure métallique, des mousses, des textiles donc traités anti-feu, et également tout ce qui va être écran multimédia, donc de l'électronique aussi, et des composants électriques.
qui constitue le siège. Et on a aussi tout ce qui va être isolant, donc les isolants de la cabine, pour lesquels aujourd'hui il n'y a pas nécessairement de solution de recyclage. Ensuite, on a tout ce qui va être matière dangereuse, donc je le disais, donc ça c'est des flux qui sont vraiment triés et sur lesquels il peut y avoir en interne des étapes préalables de mise en sécurité ou d'inertage. Donc on va avoir tout ce qui va être une bouteille d'oxygène, les cartouches génératrices d'oxygène, les cartouches qui constituent les gilets de sauvetage, les bouteilles de CO2 pour le déclenchement des toboggans, etc. Donc là-dessus, aujourd'hui, c'est des déchets qui sont gérés, le risque est maîtrisé, ils sont envoyés vers des filières spécialisées. Mais voilà, comme tout le reste des matières, l'intérêt de potentiellement les réutiliser en économie circulaire dans de futurs avions se pose également. Ouais, tu peux avancer, Claire. Ensuite, on a tout ce qui va être les éléments de structure avec les. Alors là, on a listé que les composites, mais voilà, donc les composites qui sont, je le disais tout à l'heure, un sujet qui va être de plus en plus prégnant sur les avions qui va être de plus en plus qui vont arriver en fin de vie dans les années à venir. Donc les composites de structure, thermodurs et thermoplastiques, les plans des levures et des systèmes, donc tous les systèmes de conditionnement d'air avec des tuyaux aussi en composite, thermodurs et fibres de verre, des isolants pour le calorifuge. Et également tout ce qui va être fluide, donc du kérosène, des huiles moteurs, des huiles hydrauliques et les fluides caloporteurs pour lesquels on peut aussi chercher des solutions de valorisation et de réintégration en économie circulaire. Merci Sabine. On va passer maintenant à la partie rétro-planning de l'AMI. Donc nous avons lancé l'AMI le 22 février pour une clôture le 21 avril. Donc en fait, il y a deux phases importantes sur cette AMI après cette phase de clôture. Donc une phase de présélection. Nous allons vérifier en fait sur la base de critères d'éligibilité qu'Emmanuel va vous redonner juste après que les projets déposés sont bien éligibles. Et ensuite, je pense qu'on a fait le tour. Sabine, ça a dû couper de ton côté. Je pense que ouais, je crois qu'on a. Ou alors c'est de mon côté, mais on n'a plus Sabine. Oh non, c'est bon, Claire. J'ai compris. Ouais, c'est bon. Un petit problème de connexion. Donc comme je le disais, ouais, je pense aussi. Comme je le disais, on a une phase de sélection après la phase de présélection où les projets éligibles ou dits présélectionnés seront présentés sous deux aspects à l'ensemble du jury, donc composé en fait des acteurs de l'AMI, dont certains financeurs publics. Ce jury aura le dossier écrit et également il y aura une présentation orale qui est fixée le mardi 16 mai. Donc voilà, pour pouvoir avoir en fait une présentation un peu plus détaillée, on va dire, des projets vers ce jury. Donc suite à ces auditions, la délibération aura lieu et les projets sélectionnés, dont les lauréats du prix Airbus, seront annoncés. Donc voilà, je vous laisse ensuite. Je laisse la parole à Emmanuel pour présenter les critères d'éligibilité permettant la présélection. Merci Claire. Donc sur les critères d'éligibilité, alors votre projet il peut être porté par vous-même, donc seul, en individuel, ou monter un consortium sur un projet collaboratif. Dans tous les cas, il devra être composé d'entités sur le territoire français, donc immatriculé au registre du commerce et des sociétés. Bien sûr, il faudra que votre projet soit pertinent et répondant à tout ce qui a été présenté par Sabine sur les besoins nécessaires donc sur la gestion de fin de vie des avions.
vous pouvez avoir deux types de projets. Alors, soit des projets tournés plus autour de la recherche, du développement et de l'innovation, donc avec un TRL objectif de 6 ou 7. Donc ça correspondra peut-être plus sur la thématique valorisation, la deuxième thématique que vous a présentée Sabine, ou alors des projets un peu plus industriels avec un objectif de TRL 9. Donc vous avez déjà des solutions mises en place qui peuvent répondre à la première thématique qui a été présentée. Mais également, pourquoi pas, enfin à la deuxième, ça dépendra voilà, de ce que vous avez. Donc forcément, bon, le pôle, on se situe sur la région, les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Donc il y aura une priorité quand même donnée à ces deux régions-là pour voilà, par rapport à l'impact socio-économique de nos deux régions. Mais l'AMI est bien sûr ouvert au niveau national sur toute la France. Et enfin, sur la thématique valorisation, bien sûr, ce qui est recherché, c'est des projets avec une pérennité. Donc, on recherche pas, enfin, on recherche pas des projets qui vont utiliser quelques kilos de matière et puis voilà, c'est terminé. Hein. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une pertinence et comme l'expliquait Sandra. On cherche aussi à créer de la filière, quoi. Donc Sabine a exprimé qu'il allait y avoir des avions en fin de vie, il va y en avoir de plus en plus. On va avoir de la matière, donc il faut créer une filière aussi derrière ça. Voilà. Bon, si je vous laisserai, on regardera les questions que vous avez posées éventuellement après. Laurent pourra compléter si besoin. Là, c'est à toi, Claire, c'est ça? Ouais, non, Emmanuel, je pense que tu as donné l'essentiel des informations. Juste pour conclure, une dernière planche, et on aura à peu près respecté les délais. Comment candidater? On a essayé de faire un process le plus agile possible. Le premier point, c'est que il y a une date limite. Il faut répondre avant vendredi 21 avril. On propose un support relativement agile qui a à compléter, donc compléter un PowerPoint pour présenter votre solution selon un plan qu'on vous propose dans cet exemple de PowerPoint. Mais vous pouvez vous appuyer sur vos propres planches. On veut surtout pouvoir revoir les éléments du plan qu'on vous propose. Si c'est pas les bons masques, si c'est pas le bon nombre de slides, c'est pas forcément le problème, mais on va essayer de respecter un dossier qui reste lisible, donc pas 80 planches de PowerPoint. Et le plan qu'on vous propose pour être certain de traiter l'ensemble des sujets qu'on doit pouvoir voir pour savoir si ensuite on vous invite pour nous présenter votre projet et échanger plus en détail dessus. Il y a un point de contact, donc il y a un alias mail ami-économie-circulaire@aerospace Valley où vous pouvez poser toutes vos questions. Vous pouvez nous solliciter aussi pour la recherche de compétences ou la recherche de consortium. On vous a cité deux partenaires qui sont en recherche. Et enfin, c'est via cette adresse mail que vous nous poussez vos candidatures, donc en PDF ou en PowerPoint à votre convenance, en PDF de préférence. Je pense que ça aura moins de mal à passer par les boîtes mail. Voilà pour la présentation. On va assez vite enchaîner sur la partie questions parce qu'on en a un certain nombre. Je rappelle notamment pour ceux qui sont arrivés légèrement en retard qu'il y a une zone questions-réponses dans le chat de GoToWebinar. Vous attendez seul, donc vous pouvez poser vos questions uniquement par écrit et moi je vais les relayer par mail pour principalement les différents intervenants qui ont pu, je pense, réactiver leur micro. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on a un certain nombre de questions. On va essayer de les regrouper par thématique, peut-être concernant les besoins, les matières et les spécificités des besoins côté tarmac. On demande quel type de composite pour les VTP HTP. Je pense que c'est peut-être pour Sabine si tu as la réponse. Ah, Sabine n'est plus là par contre. Oui, et vous m'entendez là du coup? Oui, c'est parfait. Ok, super. Bon, désolé, du coup, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu quelques soucis de son de mon côté, donc je ne sais pas si tout a bien été audible. Je me suis reconnectée différemment, donc ça devrait être mieux. Donc HTP, VTP, ça va être du composite carbone.
fibre de carbone, majoritairement. Très bien. Du coup, toujours concernant le recyclage, je pense que c'est à peu près la même question. Tarmac parlait de 92% de la masse totale d'un avion qui est valorisée. Qu'est-ce qui reste à valoriser? Et sur ces 90 et quelques pourcents, quelle est la part de revalorisation énergétique? Quels sont les enjeux là-dessus? Ok, donc sur ce qui reste à valoriser, ça va être majoritairement des plastiques, hein, donc des plastiques et des composites, hein, thermoplastiques, thermodurs, quelques matières dangereuses aussi et une partie des fluides. Voilà. Et pour ce qui est de la deuxième partie de la question, c'était voilà sur la partie valorisation énergétique. Alors là, j'ai pas le détail en tête, je pourrais pas le partager. Malgré tout, aujourd'hui, l'enjeu, et notamment dans le cadre de l'AMI, évidemment, l'enjeu, ça va être de diminuer au maximum la part de valorisation énergétique, puisque là, on est bien en train de parler d'économie circulaire. Et donc l'enjeu, il est vraiment aussi, au-delà de diminuer cette part de valorisation énergétique, de réintégrer ces matières-là en économie circulaire et donc dans le secteur aéronautique. Voilà, avec un intérêt qui est grandissant de la part des constructeurs, et Sandra l'a bien exprimé tout à l'heure, hein, pour Airbus. Et puis ça permet aussi de maximiser la conservation de la valeur en fait des équipements et des pièces. Hein. Quand on parle des métaux, on a certains métaux forte valeur ajoutée. Si on les valorise en dehors du secteur de l'aéronautique, nécessairement on a une perte de valeur. Donc là, l'objet aussi, c'est de conserver au maximum cette valeur-là. Merci. Si jamais les questions font apparaître de nouvelles questions, n'hésitez pas à les rajouter à la suite du chat questions. Toujours pareil par rapport au taux de recyclage. Est-ce que, Sabine, vous auriez la part d'enfouissement et le taux? Enfin, je pense que c'est un peu les éléments que vous avez échangés, mais il y a une question spécifique sur la part d'enfouissement. Alors du coup, c'est un peu lié à la question précédente. Je l'ai pas en tête, hein, et du coup, je l'ai pas sous les yeux. Le détail entre sur les matières qui sont pas recyclées, le détail entre incinération et enfouissement. Là, je peux pas. Là, comme ça, je peux pas répondre. Pas de souci. Et je pense que c'est toujours pour vous, Sabine. Avez-vous un référentiel de temps de démontage actuel en manuel? En gros, est-ce qu'il y a de la littérature disponible sur ce sujet? Alors aujourd'hui, on n'a pas de référentiel. C'est-à-dire si la question telle que je la comprends, c'est est-ce qu'on a quelque chose qui décrit j'imagine pour chaque élément ou pour chaque partie d'avion le temps nécessaire au démontage. Il y a des choses qui existent au niveau aéronautique pour toute la partie pour la partie démantèlement. Donc ça, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Le démantèlement, c'est la première étape. Donc du coup, c'est là où on vient déposer les pièces détachées qui vont être réutilisées dans le secteur aéronautique comme des pièces de seconde main. Mais c'est une dépose qui va être potentiellement plus longue, en tout cas plus minutieuse que la dépose des pièces qui sont réellement en fin de vie. Puisque dans le cadre du démantèlement, on cherche à conserver la navigabilité de la pièce. Donc là, on suit vraiment l'AMM, les prescriptions aéronautiques pour cette dépose-là. Pour ce qui est vraiment de la partie fin de vie et des pièces des pièces qui sont des déchets, en fait, cette littérature, elle n'existe pas et elle n'existe pas chez nous. C'est pas quelque chose qu'on a alimenté. On a du retour d'expérience, mais en tout cas, c'est pas documenté. Et à ma connaissance, justement, elle n'existe pas par ailleurs. Et dans le cadre de la maquette dont je parlais tout à l'heure, c'est quelque chose aussi qu'on souhaiterait pouvoir documenter avec l'expérience, hein, notamment. Pour justement quand on travaillera sur du prédictif, avoir aussi une idée des temps passés en fait. Merci. Alors, il y a des questions aussi sur les gisements de composites. Est-ce qu'on a des quantifications sur les thermodurs considérés, les phénolites, les époxys?
Il existe aussi Aujourd'hui, des thermoplastiques non référencés aussi, non renforcés, pardon. Non renforcés. alors sur la quantification, pareil, je vais pas avoir les notions de volume sur ces déchets-là. Il faudrait qu'on travaille un peu plus ce sujet-là parce qu'en fait ça va être principalement des éléments en cabine. Et j'ai pas le détail de ces volumes-là. Et sur la deuxième question, c'était quoi? Est-ce qu'il existait des thermoplastiques non renforcés? Oui. Ça, j'ai pas la réponse. Peut-être que je sais pas si Airbus sait répondre. Sinon, il faut qu'on se rapproche des équipes plutôt cabine. Mais... Il faudra qu'on se rapproche des équipes cabine, effectivement. La réponse non plus. Ok, bon, on prend le point. Alors, je pense que vous y avez plus ou moins répondu, mais est-ce qu'il existe une bibliothèque de matières composées par les 8% qui vous posent problème? Les 8% de matières qui posent problème? Oui, on peut aller un peu plus dans le... S'il y a besoin de plus de détails, on peut aller un peu plus dans le détail, oui. On pourra communiquer quelque chose peut-être d'un peu plus détaillé. Ça marche. Bon, les questions spécifiques, je pense qu'on reviendra vers les personnes Oui. concernées au cas par cas. On a la liste des questions et les noms des personnes, donc on va les relayer. Il y avait des questions par rapport à je pense que c'est plus ou moins la même question. Peut-être Sandra, c'est pour vous. Sur la réglementation applicable au secteur aéronautique en termes d'économie circulaire, est-ce qu'on a un peu plus d'infos et comment Airbus se prépare au démantèlement futur est-ce qu'il le fait dès la conception des avions actuels? Comment l'éco-conception est intégrée chez un avionneur comme Airbus? Alors, merci pour la question. Donc, déjà, la première partie de la réponse concernant la réglementation d'économie circulaire. Donc, aujourd'hui, disons, le cadre réglementaire qui est le plus avancé au niveau de l'économie circulaire, c'est le cadre européen, en particulier lié au Circular Economy Action Plan qui a été lancé dans le cadre de l'EU Green Deal. Donc de l'European Green Deal, pardon. Et dans ce cadre-là, en fait, il n'y a aucune réglementation qui s'applique spécifiquement en termes de circularité à l'industrie aéronautique. Il y a des réglementations qui s'appliquent à certains types de composants. Je pense par exemple aux batteries, par exemple. Donc il y a des réglementations très spécifiques qui s'appliquent et donc qui de fait s'appliquent aussi à l'industrie aéronautique, mais il n'y a pas de réglementation spécifique. Néanmoins, on voit très clairement une tendance réglementaire qui part dans ce domaine. Il y a des critères, entre autres, dans le cadre de la taxonomie européenne, qui sont liés à l'économie circulaire, donc qui vont permettre de justifier les financements dits verts. Donc voilà, on voit très clairement une tendance réglementaire qui part dans ce sens-là, et notre objectif en tant que constructeur, c'est pas d'être dans une situation de mise en conformité avec la réglementation, mais dans une situation d'anticipation. Et encore une fois, le besoin n'est pas que réglementaire, le besoin il est aussi en termes de réduction de l'impact environnemental des avions, et il est également lié aux besoins de matières premières pour la fabrication de nouveaux avions et la pérennité de la filière. Est-ce que vous pouvez me rappeler du coup la deuxième partie de la question? Ah oui, c'était sur l'éco-conception, voilà. Et comment est-ce qu'on le prenait en compte? Voilà. Ouais. Donc effectivement, on a dans cette volonté de transitionner vers un modèle plus circulaire, on a poussé nos critères en fait de définition de design d'avion aussi dans une démarche qui soit plus circulaire. C'est pas quelque chose de facile, mais c'est vrai que chez Airbus et chez tous les constructeurs d'ailleurs, on a en fait au centre même de notre design des critères qui sont intimement liés à l'économie circulaire en fait, puisqu'on essaye d'alléger un maximum l'avion. Donc ça, c'est déjà le fait de réduire au maximum l'utilisation de matière. C'est déjà des critères qui sont très forts. Mais se pose maintenant la problématique des matériaux et entre autres la problématique des composites, puisque en termes de circularité aujourd'hui, c'est vrai que le bas blesse au niveau des composites. Pour autant, leur performance, en tout cas l'apport qu'ils amènent en termes de performance environnementale du fait de l'allègement, du gain de poids en fait sur les aéronefs,
fait qu'il serait difficile aujourd'hui de se passer de composite. Donc en fait, on a dans nos guidelines différents critères et on les développe au fur et à mesure du temps pour prendre en compte l'économie circulaire, le choix des matériaux, la recyclabilité. Dans le futur, éventuellement le réemploi. Donc c'est pas des filières qui sont développées aujourd'hui, mais on vise à être capable de réemployer un maximum de matériaux issus des avions en fin de vie dans la fabrication de nouveaux aéronefs. Donc on a un socle qu'on développe et pour lequel on essaye d'anticiper ce que pourrait être une aviation plus circulaire demain, pour nous permettre de prendre en compte ce genre de critères déjà dans le développement de nos programmes futurs qui n'entreront en service que dans 15 à 20 ans. C'est parfait. Bah, vous venez de répondre aux deux questions suivantes que j'avais sur le réemploi et les freins au réemploi dans l'aviation, dans les aéronefs eux-mêmes. Donc, ça me permet d'avancer. Alors peut-être, on m'avait dit les questions très spécifiques, et ben on reviendra vers vous plus directement avec potentiellement des réponses plus précises au cas par cas. Au niveau de la valorisation, il y a une question plutôt pour Tarmac. Suez étant actionnaire de Tarmac, est-ce qu'il faut considérer Suez comme un partenaire privilégié sur le sujet? Je ne sais pas si ça a vraiment un lien avec l'AMI. Alors, ça n'a pas vraiment de lien avec l'AMI, effectivement. Je ne sais pas si derrière la question, c'est est-ce qu'on travaille exclusivement avec Suez sur ces sujets de valorisation. Non, pas que, même si effectivement, c'est un de nos partenaires privilégiés, étant donné qu'ils sont actionnaires chez nous. Mais voilà, on ne travaille pas exclusivement avec Suez, et donc c'est même pour ça que l'AMI est ouvert à tous. Donc, Parfait. Oui, ça me semble clair. Après, il y a des questions sur l'organisation de l'AMI. La première, c'est pour la mise en relation avec les sociétés qui ont fait des demandes de mise en contact. On reviendra vers vous au cas par cas. Donc, on a bien noté vos questions quand vous souhaitez être mis en relation. Il y a aussi des questions sur les guichets de financement qui auraient été préidentifiés. Claire, si tu veux répondre. Laurent, alors juste avant, est-ce que je peux apporter une précision par rapport à la question là tout à l'heure sur les volumes de composite cabine. Je regardais là, on avait identifié, je pense qu'on l'avait mis dans le cahier des charges de l'AMI. On a identifié à peu près 60 tonnes projetées de DIB cabine. Mais c'est des déchets en mélange, donc on va avoir effectivement tout ce qui va être plastique, composite plastique, mais ça comprend également tout ce qui est mousse, isolant, les hublots, les tuyauteries, etc. J'aurai pas plus de détails à ce stade. Voilà. Après, sinon, ça veut dire travailler avec Airbus Cabine pour quantifier la partie, enfin voilà, le volume théorique de composite qu'on a dans les cabines des différents types de programme, mais voilà, j'aurais pas plus que ce qui est au cahier des charges aujourd'hui parce que c'est des flux qui partent en mélange. Ok, c'est très voilà, clair. c'était juste une précision avant qu'on passe aux questions un peu plus organisation et administrative. Ouais, merci beaucoup. Donc Claire, je te laisse la main pour les dispositifs préidentifiés, ou tu veux que j'en parle rapidement, et les opportunités de financement qui auraient été préidentifiées. Alors les opportunités de financement, en fait, ils vont surtout être étudiés au moment du dépôt des dossiers, puisqu'en fait, parmi le jury, on a des financeurs publics et on va en solliciter d'autres, pardon. Voilà, pour voir en fait quel guichet de financement pourrait correspondre au dossier déposé. Donc là, ça va vraiment être du cas par cas sur les projets qui sont éligibles. Nous, on en a listé quelques-uns qui sont pertinents, mais voilà, ce sera vraiment au niveau du dépôt du dossier et après présentation à tous les financeurs publics qu'on fléchera vers le guichet le plus adapté. Super, c'est effectivement ça. Et donc là, pour l'instant, les deux principaux financeurs préidentifiés, c'est l'ADEME et la région, et puis on sera capable d'aller chercher au-delà.
de ces C'est ça, acteurs-là. ADM et en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, oui. Nickel. Ensuite, bon, donc les questions sur les mises en relation et l'aide pour monter des consortiums, ben, c'est du cas par cas. Donc Claire, Emmanuel, moi, et dans peut-être une moindre mesure, Sandra et Sabine on est à votre disposition. Vous utilisez l'adresse mail qu'on vous a fournie dans le cadre de cette présentation. Et pour répondre à une autre question, les présentations vous seront effectivement envoyées. Si vous êtes inscrit, et il faut aussi savoir que le webinaire est enregistré, donc le replay, on vous enverra le lien du replay du webinaire pour que vous puissiez le réécouter, ou alors si vous n'avez pas pu participer ou écouter l'ensemble de l'intervention, vous puissiez réécouter l'ensemble de l'intervention. Et on a fait le tour des questions générales, et après pour les questions spécifiques, comme on le disait, on les a notées et on va voir pour celles pour lesquelles on pourra vous apporter des précisions, on va revenir vers vous en vous donnant un peu plus d'informations. Et on a fait le tour des questions. Oui, c'est bon, on a fait le tour des questions. Merci pour votre attention sur ce webinaire. Alors, comme on l'a dit, il y a un email disponible. N'hésitez pas à nous contacter, surtout sur cette AMI. On en profite aussi pour mentionner auprès de nos adhérents qu'il y a le forum Aerospace Valley qui est sur les transitions. Voilà, sur l'aspect géopolitique, sociétal, environnemental et numérique, donc du 24 au 26 mai 2023 au Casino de Biarritz. Donc n'hésitez pas à aller sur le site dédié. Et on nous mentionne aussi un atelier collectif organisé par la région Nouvelle-Aquitaine le 4 avril dans le cadre de Vive Industrie à Bordeaux. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Vive Industrie pour avoir plus d'informations sur traiter les déchets localement. Voilà, c'est aussi dans la dynamique de l'économie circulaire. Voilà, merci à tous. Bien, merci à tous, merci en particulier à nos intervenants et Airbus Tarmac pour votre participation à la fois à ce webinaire et puis pour nous permettre de lancer cette AMI qui est important pour toute la filière et pour tous nos acteurs. On était relativement nombreux aujourd'hui, donc on voit qu'il y a un vrai intérêt. On attend vos propositions pour le 21 avril à cette adresse. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci à vous.